OK, la session a débuté. Monsieur Achille, vous avez la parole pour Oui. déjà nous introduire déjà votre profil, introduire également cette thématique de la RSE qui a de plus en plus de vent en poupe, et après dérouler à peu près votre euh, compréhension, appréciation et vos points importants sur la thématique de la RSE et également sur le cadre de référence que constitue l'ISO 25. Vous avez la parole. Merci. Un instant. OK. Alors, vous avez mon écran, l'écran partagé. Oui, oui, c'est bien. Oui, il est visible. OK. Alors, on m'appelle Achille Gantongbe. Je suis auditeur et expert certifié QSE, RSE. Je suis formateur PCB. J'anime des formations sur plusieurs référentiels ISO tels que 9001, 45001, 14001, 26000, 31000, 22301, 37301 et bien d'autres. Je suis directeur du cabinet G Consulting QSE. On intervient spécialement dans les certifications ISO, certification des entreprises et des professionnels. Donc, c'est un plaisir pour moi d'accompagner le cabinet Performance Group pour cette initiative de présentation sur la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, afin de permettre aux entreprises de savoir réellement ce que c'est qu'une responsabilité sociétale et comment l'implémenter, quels sont les avantages de ce concept-là pour une entreprise quelconque. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, sinon je vais démarrer ma présentation. Alors, j'aurai 15 minutes de présentation pour donner quelques éléments sur la RSE. Je suppose que vous avez toujours l'écran partagé. Oui, oui, il est partagé. OK. Alors, si la RSE existe, on peut supposer que l'irresponsabilité sociétale des entreprises existe également. Si nous connaissons la responsabilité sociétale des entreprises, c'est que l'irresponsabilité sociétale des entreprises existe également. Et l'irresponsabilité sociétale des entreprises fait référence à quoi? Je vais donner quelques exemples. Si l'entreprise n'enregistre pas ou bien ne déclare pas ses employés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, bon, ça existe dans tous les pays, puisque c'est une exigence de l'OIT. Si les employés ne sont pas déclarés, il s'agit de l'irresponsabilité. Si les employés sont exposés, je veux dire les travailleurs sont exposés à des risques d'accident sans protection, sans prévention, sans tout un système de maîtrise des risques, il s'agit de l'irresponsabilité. Et ces irresponsabilités ont forcément des conséquences hein, sur l'entreprise. Il y a les sanctions liées à l'inspection du travail, il y a la faible euh, motivation du personnel, il y a la dégradation de l'image de marque de l'entreprise, il y a des accidents qui peuvent se manifester et tout. Tout ça constitue de l'irresponsabilité sociétale des entreprises. Il y a également les fraudes fiscales, les produits ou services non conformes, l'insatisfaction des clients de l'entreprise, le non-respect des clauses de partenariat, des clauses de contrat avec les fournisseurs, avec les partenaires, ce qui entraîne les poursuites judiciaires concernant l'environnement. Achille? Allô? Allô, vous me recevez? Oui, 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 on t'avait perdu un peu. C'est bon, c'est revenu. Ah, d'accord. OK.
Donc, je ne vais pas aborder l'irresponsabilité des entreprises concernant les aspects environnementaux ou gestion des déchets. Désolé, c'est un appel qui me perturbe là, qui perturbe la connexion. C'est bon? Vous me recevez maintenant? Oui, oui, on t'a suivi. Quelques petits bugs de connexion Internet. Et c'est un appel qui entre et ça perturbe un peu la connexion. OK, donc je ne vais pas aborder l'irresponsabilité des entreprises concernant le déversement des déchets toxiques dans la nature ou bien la pollution atmosphérique et tout. Ça, c'est monnaie courante hein, que nous connaissons et tout. Ça fait partie de l'irresponsabilité sociétale des entreprises. Alors, si nous avons des idées sur l'irresponsabilité sociétale des entreprises, ce qui entraîne forcément des conséquences judiciaires. Donc, l'entreprise forcément va faire face à des poursuites judiciaires, aller de gauche à droite vers les tribunaux pour répondre aux conséquences de ces décisions, de ces actes, de ces activités et tout. Donc, ça, c'est la conséquence de l'irresponsabilité des entreprises. Donc, nous savons désormais ce que nous appelons irresponsabilité sociétale des entreprises, ce qui nous conduit maintenant à la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, c'est quoi? C'est la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement. Et quand on parle de la société, on veut parler de tout ce qui est être vivant, les humains, les animaux et autres, nos activités, nos allers-retours et tout. Donc, la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des impacts. Donc, vous devez être responsable, vous devez être conscient des impacts de vos activités sur la société et sur l'environnement. C'est ça la responsabilité. Et ceci contribue forcément au développement durable. Lorsque chaque entreprise sur la planète Terre respecte ou bien assume ses responsabilités, ceci conduit au développement durable. Et le développement durable, c'est tout simplement euh, toute démarche ou bien tout ce qui concourt euh, à, à satisfaire à nos besoins présents sans compromettre aux besoins des générations futures. C'est ça le mot durabilité. Nous arrivons à satisfaire nos besoins présents, mais est-ce que nous pensons aux besoins des générations futures? C'est ça le développement durable. Et la responsabilité sociétale contribue au développement durable. Alors, quels sont les bénéfices de la responsabilité sociétale pour les entreprises? J'en ai cité quelques-uns. Une entreprise responsable a des décisions plus intelligentes. Une entreprise responsable a des décisions plus intelligentes, c'est-à-dire l'entreprise prend des décisions en prenant compte des impacts juridiques qui pourraient survenir euh, face aux conséquences hein, de ces décisions-là. Donc, des décisions prises et fondées sur des preuves et euh, et des arguments bien solides hein, pour éviter des conséquences juridiques et tout. Il y a également une meilleure gestion des risques, la meilleure gestion des risques et surtout les risques juridiques. Parce que quand on parle de responsabilité, les risques qui sont au cœur de la responsabilité sociétale, il s'agit principalement des risques juridiques. Éviter que l'entreprise, les décisions, les activités de l'entreprise n'entraînent pas l'entreprise à des conséquences juridiques et tout. Voilà. Troisième bénéfice que j'ai pu noter, les employés sont beaucoup plus motivés. Voilà, parce que vous prenez en compte le bien-être
des travailleurs, ça aussi, c'est de la responsabilité. Lorsque le salaire est payé à la bonne date, lorsque les primes sont régulièrement versées, lorsque les heures supplémentaires sont prises en compte, lorsque le travailleur est considéré comme être humain au sein de l'entreprise, pas comme une marchandise, comme l'a indiqué l'OIT et l'OMS, lorsque la vie des travailleurs sont prises en compte, nous avons forcément des travailleurs qui sont réellement motivés. Parce Donc, c'est ce qu'un qu'on appelle, travailleur recruté, c'est pour qu'il puisse apporter une valeur ajoutée, une plus-value pour l'entreprise. Et donc, on doit mettre en place toutes les conditions nécessaires pour lui permettre de déployer ses compétences et tout. Tout ceci constitue de la responsabilité de l'entreprise. Il y a également une meilleure image auprès du public, hein, parce que forcément, si nous avons une entreprise qui respecte l'environnement, qui respecte la société, qui respecte les travailleurs, qui respecte la communauté et tout, donc forcément, elle a une meilleure image. Et quand on parle de meilleure image, il y a également l'aspect qualité des produits et services. Une entreprise responsable doit garantir la qualité de ses produits et services. On a souvent des produits qui sont souvent de mauvaise qualité. Et qu'est-ce que fait l'entreprise par rapport à cela? On a des produits, des services publics, je vais parler des gouvernements et tout, des services publics qui ne satisfont pas aux exigences des consommateurs, du public. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Donc, lorsque l'entreprise ou l'organisme prend en compte ses responsabilités, il y a une meilleure image auprès du public. Et comment implémenter la responsabilité sociétale au sein de l'entreprise? Déjà, la RSE concerne toutes les entreprises, peu importe sa taille, peu importe ses activités, peu importe sa, sa, son statut juridique, qu'elle soit publique ou privée, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise est installée sur la planète Terre, forcément, elle doit se préoccuper de sa responsabilité sociétale. Et donc, comment l'implémenter dans une entreprise? La première chose, c'est de sensibiliser tout le personnel. Si vous avez 1000 employés, les 1000 doivent savoir ce qu'on appelle responsabilité sociétale et quelle est sa contribution dans cette responsabilité-là. La responsabilité sociétale n'est pas la seule activité des dirigeants, mais tous les travailleurs doivent contribuer, peu importe leur niveau d'activité. Donc, tout le monde doit être sensibilisé et impliqué dans cette démarche-là. Ceci fait appel au leadership des dirigeants qui doivent fédérer les actions pour que tout le monde puisse se retrouver dans cette responsabilité sociétale. La deuxième chose à faire, c'est d'identifier sa responsabilité sociétale en tant qu'entreprise. Et selon vos activités, quelle est votre responsabilité réelle? Vous êtes une école, université, vous êtes une usine d'exploitation minière, vous êtes une entreprise BTP, vous êtes une clinique ou un hôpital, vous êtes un cabinet de prestation de services. C'est quoi votre responsabilité sociétale au regard de vos activités, de vos produits et services? C'est ça la deuxième étape, l'identification de la responsabilité sociétale. Ça, c'est l'article 5, hein, l'article 6 et 5 de la norme ISO 26000 qu'il faut considérer. Ensuite, vous allez évaluer la pertinence de votre responsabilité sociétale. Ceci conduit à déterminer la sphère d'influence. Qu'est-ce qu'on appelle sphère d'influence? Il s'agit de l'influence de vos activités sur des aspects donnés. Vos activités peuvent influencer l'environnement, peuvent influencer la société, la communauté, les activités d'autres entreprises directement ou indirectement. Donc, vous allez déterminer la sphère d'influence
Et ça va vous permettre de mieux évaluer la pertinence de votre responsabilité sociétale et surtout les risques liés à votre responsabilité sociétale. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est l'intégration organisationnelle. Donc, une fois que toute la documentation est établie, votre responsabilité est clairement définie, les risques sont évalués, la sphère d'influence est bien définie et tout, vous allez devoir intégrer votre stratégie dans toute l'organisation. On ne doit pas avoir deux stratégies organisationnelles dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, au départ, a sa manière de fonctionnement. L'entreprise, au départ, lorsqu'elle a un projet à définir, elle réunit le comité de direction et on étudie les dossiers sans prendre en compte la responsabilité sociétale. Désormais, on doit intégrer la RSE dans toutes les activités de l'entreprise, dans les prises de décision, tout ce qui est exécuté au sein de l'entreprise, on doit avoir une partie de la responsabilité sociétale. Ça, c'est le chapitre 7 de la norme ISO 26000. Ensuite, il y a la communication qui est au cœur de la démarche du début et juste et en continu dans l'entreprise. La communication, la diffusion interne et externe des engagements, des résultats, voilà, sur la responsabilité. C'est très important, la communication. Et cela dépend du leadership des dirigeants. Si les dirigeants manquent de leadership, il y aura un réel problème d'efficacité et d'efficience de la responsabilité sociétale. Donc, la communication est vraiment importante. C'est toujours le chapitre 7 de la norme. Et enfin, il y a l'amélioration continue. Donc, avant même l'amélioration continue, lorsque vous faites l'évaluation de votre stratégie et qu'il y a des points d'amélioration, des points à corriger, vous allez corriger ces éléments-là avant de passer à l'amélioration continue. Puisque en système ISO, on parle d'amélioration uniquement lorsque la conformité est atteinte. Souvent, dans la structure HLS des normes de management ISO, dans le chapitre 10, nous parlons souvent de l'amélioration. Et avant même, les experts ISO ont bien analysé la chose. Ils ont dit que avant d'aborder l'amélioration continue, il faut prendre en compte les non-conformités. Et vous allez voir souvent dans les chapitres 10.2, on parle d'action corrective des non-conformités. Donc, il faut s'assurer que les non-conformités sont corrigées et que nous avons la conformité. Et une fois que nous avons cette conformité-là, nous allons passer à l'amélioration continue. C'est histoire d'aller, de mieux faire, d'accord, pour atteindre une performance durable. Donc voilà, de façon résumée, les démarches d'implémentation de la RSE. C'est beaucoup plus dense puisque nous avons un temps plus restreint pour la présentation. J'ai été très bref dans la présentation de l'implémentation. Alors, qu'est-ce que je recommande pour une entreprise qui n'a pas encore les moyens pour implémenter toute la RSE dans l'entreprise? Qu'est-ce que je recommande? C'est le devoir de vigilance, tout simplement. Le devoir de vigilance. Lorsque vous voulez prendre des décisions, lorsque vous avez des projets à exécuter, lorsque vous avez des activités à exécuter, il y a le devoir de vigilance que vous allez prendre en compte. Et c'est quoi le devoir de vigilance? C'est une démarche qui vise à éviter et à atténuer les impacts négatifs qui résultent de vos décisions et de vos activités. Donc, vous devrez être vigilant sur tout. Et ça fait partie des exigences de la norme ISO 26000, notamment le chapitre 7.3.1. Le devoir de vigilance, c'est ça même qui est le fondement même de la RSE dans une entreprise. Quand nous allons dans la phase pratique, le devoir de vigilance. Vous êtes à une réunion, il y a des décisions qui sont prises. Vous devez pouvoir attirer l'attention des dirigeants sur des aspects. Ça, c'est le devoir de vigilance. Et donc, quels sont les 5 éléments essentiels du devoir de vigilance? Nous avons la reconnaissance de sa responsabilité, identifier
les risques liés à l'irresponsabilité sociétale, minimiser ou atténuer les risques, informer et rendre compte de sa responsabilité, qu'elle soit positive ou négative, faciliter les plaintes. Ça, c'est les 5 éléments de, du devoir de vigilance. Donc voilà, de façon résumée, ce que je peux dire concernant la RSE au sein des entreprises. C'est très important, très capital pour les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, d'implémenter la RSE. Cela y va de leur performance, de leur résilience face aux risques qui affectent au quotidien les entreprises et tout. Merci pour votre écoute. Je laisse la parole à Monsieur Thierry. OK. Merci Achille pour cette brillante introduction de la thématique. Maintenant, on va passer à quelques questions. N'hésitez pas aussi pour ceux qui ont des questions par rapport à l'intervention ou à d'autres besoins de compréhension des éléments de la RSE, à laisser vos questions sur le chat. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il faut aussi demander. Maintenant, on va revenir un peu sur quelques questions pour mieux entretenir l'audience. C'était des questions de départ, d'abord de dire, mais aussi on va en permanence ramener toujours cela au contexte africain, parce que dans le contexte occidental, où on est dans un environnement où les réglementations ont énormément évolué, où les pressions des parties prenantes sont assez fortes, les prises en compte des domaines comme la responsabilité sociétale semblent plus évidentes par rapport aux environnements africains. Première question, qu'est-ce qui devrait motiver une entreprise dans notre environnement à migrer vers la RSE? Quand j'entends RSE, on pourrait spécialiser la question, mais je laisse d'abord une question ouverte. Dans le contexte africain, selon vous, qu'est-ce qui devrait motiver une organisation à décider de renforcer son corpus normatif et d'adhérer à une approche RSE? Je peux aller directement ou bien j'attends les questions. Je vais directement. Oui, 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 allez-y. C'est pour ça que je disais, la première question, c'est qu'est-ce qui devrait motiver une organisation dans le contexte africain à aller vers la responsabilité sociétale, à aller plus loin jusqu'à la RSE? OK. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver une entreprise à aller vers la RSE? Déjà, une entreprise qui est créée, c'est pour faire du bénéfice. C'est pour exister à travers le temps. Et on dit souvent, une entreprise qui est créée doit vivre euh, pendant 99 ans. C'est ce qui est dit souvent. Voilà. Alors, supposons que l'entreprise, déjà, toute entreprise a besoin des fournisseurs. Toute entreprise a besoin des travailleurs. Toute entreprise a besoin des clients. Ces 3 éléments, déjà, ces 3 parties prenantes. L'entreprise a besoin des fournisseurs, des clients et des travailleurs. Sans quoi, elle n'existe pas. Elle va disparaître. Elle ne va même pas faire 1 mois, 2 mois. Elle va disparaître. Alors, comment maintenir ces 3 parties prenantes pertinentes? Les travailleurs, les fournisseurs et les clients. Comment les maintenir? C'est connaître leurs besoins et attentes. Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de mes travailleurs, de mes clients et de mes fournisseurs pour qu'ils puissent répondre efficacement à mes besoins, pour qu'ils puissent continuer à produire et faire des bénéfices. Ça, c'est la préoccupation des entreprises. Sinon, elles ne vont pas exister. Alors, si l'entreprise fait de son mieux pour satisfaire ses travailleurs, pour que l'environnement de travail soit carrément favorable, si l'entreprise au quotidien fait de son mieux pour satisfaire ses clients,
pour exister sur un marché concurrentiel, hautement concurrentiel. Si l'entreprise fait de son mieux pour satisfaire ses fournisseurs, pour les maintenir, afin d'avoir toujours des meilleures qualités de produits, c'est que l'entreprise fait de la responsabilité sociétale. Parce que je le dis toujours, la responsabilité sociétale n'est pas que environnement. Quand on parle de responsabilité sociétale, c'est pas uniquement du social, c'est pas uniquement l'environnement, ça prend en compte tout ce qui concerne la société, l'environnement, le social et tout. Donc, je peux dire que la responsabilité sociétale s'impose à toute entreprise qui veut exister, satisfaire ses fournisseurs, satisfaire ses travailleurs, satisfaire ses clients. Et au-delà de ces trois éléments-là, l'entreprise se trouve dans un environnement donné, l'entreprise se trouve sur la planète Terre. Si elle ne pense pas à comment préserver cette planète-là, à un moment donné, nous tous, nous allons faire face à des impacts environnementaux. Si, par exemple, avec une légère pluie dans l'environnement de travail de l'entreprise, je suppose que l'entreprise se trouve à Abidjan. L'entreprise est installée dans la zone industrielle d'Abidjan et que tout le monde, toute entreprise sur la planète Terre ne se préoccupe pas de l'environnement, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de dégrader l'environnement, de dégrader le sol, on peut se permettre de ne pas planter des arbres et tout. Donc, avec une légère pluie, on fait face à de l'inondation, une forte inondation. Alors, s'il y a inondation dans la zone de production de l'entreprise, est-ce qu'elle va continuer à produire? Elle sera obligée de fermer les portes. Si il y a peut-être une forte chaleur et donc manque de pluie, est-ce que l'entreprise va continuer à exister, à produire, à satisfaire un client? Et déjà même, si le client n'existe plus, si les clients n'existent plus, je suppose qu'il y a séisme, il y a inondation, il y a une forte chaleur et tout, les clients vont disparaître. Les clients iront ailleurs. Et donc, l'entreprise n'aura plus de clients. Et donc, forcément, une fois que l'entreprise se trouve dans un environnement donné, sur une planète donnée, elle doit penser à préserver les conditions pour qu'elle puisse continuer à produire. Et l'élément direct sur lequel j'appuie souvent ma présentation concernant l'importance, c'est que toute entreprise a besoin des matières premières, forcément. Vous êtes sur la planète Terre, forcément vous avez besoin des matières premières pour exister. Et cette matière première provient d'où? Pas de la planète Mars, pas de la Lune, pas du Soleil, pas de Pluton et autres. Ça provient de la planète Terre. Vous êtes une banque, vous utilisez de l'électricité. L'électricité ne vient pas hors de la planète Terre. Vous utilisez des papiers rames. Ça produit, ça provient de l'environnement, ça provient de la planète. Quelle que soit la nature de votre entreprise, quels que soient vos produits et services, vous utilisez des matières premières provenant de la planète Terre. Et donc, votre responsabilité, c'est de comment maintenir cette matière première-là pour que elle puisse exister à travers le temps. S'il n'y a plus d'arbres, s'il n'y a plus d'arbres, on n'aura plus de matière première. Enfin, on aura du mal à construire, on aura plus de meubles, on n'aura plus de papier rame et tout. Enfin, la matière première, on doit préserver ces matières premières-là pour que l'entreprise puisse exister. Ça, c'est juste un exemple pour voir, pour démontrer en quoi toute entreprise, quelle que soit sa nature, doit réellement contribuer à l'environnement. C'est un maillon de la responsabilité sociétale, mais ce qui contribue réellement à la responsabilité sociétale d'une entreprise quelconque, c'est la prise en compte de la responsabilité liée aux fournisseurs, responsabilité liée aux travailleurs,
Responsabilité liée aux clients. Et ce qui concerne les clients, c'est la qualité des produits et services. Sans ces éléments, l'entreprise n'existera pas. Donc, la responsabilité sociétale est obligatoire, je peux le dire ainsi, est OK, obligatoire pour n'importe quelle entreprise. Il y a une main OK, levée. OK. Mais maintenant, toujours dans le même sens, on pourrait penser également que, parce que là, vous avez insisté sur le fait qu'il y a non seulement l'impératif pour les organisations de durabilité, de rester, d'être créées et de durer dans le temps, et également de prendre en compte son rôle dans la nature, dans l'élément sociétal, dans lequel l'écosystème sociétal dans lequel il habite, parce qu'il a aussi, c'est ce que l'on appelle la redevabilité. Il est redevable vis-à-vis de l'écosystème, vis-à-vis de la société, l'environnement dans lequel il existe en tant que structure. Maintenant, on pourrait penser que les notions de responsabilité sociétale, beaucoup de gens le disent, s'adressent uniquement aux grands groupes, parce que ce sont les grands groupes qui ont des grands besoins de pérennité, de rester dans le temps. Mais quand on regarde des petites entreprises, des petites organisations, comme on le dit, qui voient le faire, qui ont de la peine à survivre au quotidien et qui se battent au niveau de leur trésorerie pour pouvoir joindre les deux bouts au quotidien, sont-elles aussi concernées par la responsabilité sociétale? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui devrait les motiver pour les petites structures à aussi initier des initiatives de responsabilité sociétale en leur sein? Alors, c'est aussi ce que je l'ai dit déjà dans ma présentation. Vous êtes une entreprise, petite ou grande entreprise, vous êtes légalement enregistré dans dans le pays où vous existez. Le pays dit, vous devez payer vos taxes, l'impôt. Vous ne payez pas vos impôts, vous êtes frappé par la loi. Ça, c'est de la responsabilité sociétale. Le pays dit que pour vos employés, vous devez assumer leur bien-être. En cas d'accident, vous devez faire de la prévention et tout. Vous devrez enregistrer les travailleurs. Même si vous êtes une très petite entreprise de 2 personnes, est-ce que vous payez vos taxes? C'est de la responsabilité sociétale. Est-ce que les produits respectent les exigences définies par le pays? Si il s'agit des produits agroalimentaires, il y a peut-être une direction de contrôle. Même si vous êtes une très petite entreprise, est-ce que le produit agroalimentaire que vous vendez pour la population respecte les lois du pays? Si vous ne le faites pas, vous êtes frappé par la loi. C'est de la responsabilité sociétale. Si, par exemple, vous déversez vos déchets n'importe comment dans la nature, alors qu'il y a une direction de l'environnement dans le pays, on ne va pas regarder que vous êtes une très petite entreprise, hein, vous êtes frappé par la loi. C'est pourquoi je dis la responsabilité sociétale. Au cœur de cette responsabilité, nous avons les risques juridiques. Et quand on parle de risques juridiques, ça affecte tout organisme, grand ou petit. Peu importe la taille, vous êtes concerné, tout simplement. OK. Il y a une question dans le chat. Bon, il y a d'abord une première contribution. Je pense aussi que le devoir de vigilance oblige aussi les entreprises africaines et surtout les multinationales à intégrer la RSE dans ses stratégies. Oui, vous l'avez dit également dans la présentation. Tout le monde est astreint au devoir de vigilance. Après, une autre Mhm. question. Bonjour, existe-t-il un autre organisme pour la validation des certifications de la norme ISO 26000 en dehors de PECB? Bon, je note déjà que la norme ISO 26000 n'est pas certifiable. Vous allez revenir dessus. Est-ce que l'implémentation de la norme ISO 26000 varie en fonction de la nature des activités de l'entreprise, selon qu'elles soient industrielles, agricoles ou de services? Alors, je réponds déjà à la question concernant la certification. Alors, vous me suivez? Oui, 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 on reçoit. OK. Concernant la certification PCB, il s'agit d'une certification de personne. Donc, vous êtes un expert dans le domaine de durabilité, dans le domaine de la RSE, et que vous voudrez avoir une reconnaissance internationale de votre expertise. Vous passez l'examen PCB ISO 26000 Lead Manager. Donc, vous êtes désormais certifié RSE. Et ça prouve que vous avez l'expertise, vous avez la compétence qu'il faut pour accompagner n'importe quelle entreprise vers une démarche de développement durable. Ça, c'est concernant PECB. Alors, concernant une entreprise qui désire avoir une certification ISO 26000, pour l'instant,
n'est pas une norme certifiable. Mais vous pouvez l'implémenter et avoir une attestation d'implémentation. Je dis bien une attestation qui prouve que vous avez implémenté la démarche ISO 26000, mais ce n'est pas une certification. Il y a d'autres référentiels de certification dans la RSE tels que SA 8000, si je ne me trompe pas. Voilà. Et la question suivante, c'était quoi? Rappelle-moi la question. Est-ce que l'implémentation de la norme ISO 26000 varie en fonction de la nature des entreprises, selon qu'elles soient industrielles, agricoles ou de services? Oui, forcément, ça varie parce que vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes responsabilités. Si j'ai une clinique ou bien un hôpital, ou bien quelqu'un d'autre a une usine de transformation, on n'a pas les mêmes responsabilités. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il faut d'abord identifier sa responsabilité. Je suis une clinique, quelles sont mes responsabilités? La loi dit quoi? Je suis dans un pays. La loi dit quoi? Quelles sont les lois et règlements qui s'appliquent à une clinique? Je suis une usine d'exploitation minière ou bien une entreprise BTP. Quelles sont les lois qui s'appliquent? Les lois liées à l'environnement, puisqu'il y a forcément une direction d'environnement. Les lois liées à la direction du travail, je vais parler peut-être de la caisse de sécurité sociale et tout, ou bien la direction du travail, les lois liées aux taxes et impôts, les lois liées, c'est pas, euh, aux gens, donc le respect du genre et autres. Donc, selon votre secteur d'activité, il y a des lois et règlements qui s'appliquent à vous. Et c'est ça la base de votre Voilà. responsabilité. Et après, vous allez définir les autres responsabilités liées aux partenaires. Puisque déjà, vous n'avez pas les mêmes partenaires, vous n'avez pas les mêmes clients. Une usine a ses partenaires, a ses clients. Qu'est-ce que ces clients exigent de l'usine? Qu'est-ce que la communauté exige de l'usine? L'hôpital ou bien la clinique a ses clients, sa cible, ses partenaires. Quelles sont les exigences de ses partenaires et autres sur la clinique et autres? Donc, c'est selon la nature de votre entreprise, vous allez identifier vos responsabilités. Donc, il n'y a pas de responsabilité passe-partout, copier-coller pour n'importe quelle entreprise. Donc, vous allez devoir l'identifier et continuer la mise en œuvre. OK, je reviens sur la question où on posait sur la certification sur l'ISO 26000. Bien, on est bien d'accord que l'ISO 26000 n'est pas encore une norme certifiable. Mais qu'en est-il? Pouvez-vous nous parler un peu des labels RSE qui existent sur le marché en Europe, en Occident en général, les labels comme les labels Lucie, B Corp et plein d'autres labels. Est-ce qu'une entreprise donc qui a mis en place ou implémenté un système de management RSE peut décider maintenant de recourir à l'un de ces labels pour venir authentifier qu'elle a un modèle de management de la responsabilité sociétale qui est crédible et pertinent? OK. Et je parle dans Alors, le contexte déjà, africain beaucoup aussi. oui, déjà, quand on parle de label, c'est un regroupement de sociétés ou bien de consommateurs qui définissent un cadre organisationnel que les entreprises doivent répondre. Ça peut être un groupement de sociétés, de firmes, de consommateurs qui exigent et ils ont défini un cadre. Et si vous respectez ce cadre-là, un marché vous est accessible. Le marché est bien défini. Voilà. Alors, si vous décidez d'aller vers un label donné, pour être plus intelligent, il faudrait que ça soit l'initiative de vos partenaires. Par exemple, vous allez sur le marché européen et votre partenaire européen vous dit que ici, sur le marché européen, voilà tel label qui est accepté. Le label qui est accepté en Europe, dans une zone européenne, n'est pas le même dans une zone américaine. Donc, c'est selon vos partenaires. Il y a plein de labels. C'est selon vos partenaires. Ils vont vous dire que, bon, dans notre zone économique, voilà le label qui est souvent appliqué, exigé. Donc, vous choisissez ce label-là et vous y allez. Donc, je ne peux pas vous dire tout de suite, prenez ce label-là.
puisqu'il y en a plein. Vous allez prendre le label et une fois que vous avez un client, le client vous dit que non, ce label-là, ce n'est pas ce qui est appliqué chez nous. Voilà le label qui est appliqué chez nous. Puisque je l'ai dit, les labels sont constitués par des groupes d'entreprises, des groupes de consommateurs, des groupes d'acteurs pour atteindre un marché spécifique. Mais par contre, quand on parle de certification ISO, c'est international, c'est global. Peu importe le marché, c'est accepté. Puisqu'il s'agit déjà, quand on parle d'une norme ISO, l'ensemble des pays ont adhéré à la validation et à la publication de la norme ISO. Et donc, quand vous avez une certification ISO, cela suppose que c'est accepté dans le pays. Et en plus de la certification ISO, il y a d'autres labels qui s'ajoutent pour que vous puissiez réellement accéder à ce marché-là. Donc là, tout de suite, je ne peux pas vous conseiller un label. Le label est lié à un marché spécifique. Et ce marché-là dépend de votre client, de votre partenaire. De toutes les façons, ce que je vais devoir préciser, en RSE, il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Si je prends la norme ISO 14001, c'est un élément de la RSE. Lorsque vous avez une certification ISO 14001, c'est une responsabilité sociétale. Lorsque vous avez la certification ISO 45001, santé, sécurité au travail, c'est une responsabilité sociétale. Lorsque vous avez la certification 9001, c'est une responsabilité sociétale. Vous avez la certification ISO 37301, management de la conformité, c'est une responsabilité sociétale. Donc, la RSE prend en compte plusieurs référentiels. Et si vous prenez un label type, le label peut prendre en compte uniquement l'aspect environnement. Vous prenez un autre label qui prend en compte uniquement l'aspect commerce équitable. Un autre label qui prend en compte uniquement l'aspect qualité du produit, par exemple le bio, production bio, ainsi de suite. Donc, il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte d'un label ou bien d'une certification RSE. Voilà. OK, d'accord. Il y a une question ici, c'est y a-t-il une différence entre la responsabilité sociétale et la responsabilité sociale? Oui, la responsabilité sociale est un maillon de la responsabilité sociétale. Comme le thème l'indique, hein, responsabilité sociale, c'est tout ce qui a trait au social. Voilà. Quand on parle du social, c'est le bien-être des travailleurs et de la communauté de l'entreprise. Par exemple, si Orange décide d'offrir des bourses d'études aux meilleurs bacheliers du pays, c'est une responsabilité sociale. C'est-à-dire, comme l'avait dit tout à l'heure, la redevabilité. Vous avez gagné de la communauté et donc, en retour, qu'est-ce que vous offrez à la communauté? Ça, c'est la responsabilité sociale. Si, par exemple, euh, vous plantez des arbres au cours de la journée internationale de l'arbre, vous plantez des arbres, c'est une responsabilité sociale. Vous contribuez au développement social. Lorsque vous construisez des bâtiments pour des écoles publiques, lorsque vous offrez des équipements médicaux dans les hôpitaux, c'est une responsabilité sociale. Voilà. Et c'est un maillon, c'est un aspect, un élément de la responsabilité sociétale. Ça fait partie de la responsabilité sociétale. OK. Le- Dans une entreprise, peut-on avoir un responsable QHSE et un responsable RSE? Quelles sont les nuances au niveau des activités? Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Si vous avez une très grande entreprise avec des centaines de travailleurs, c'est possible de dissocier les deux, mais les deux travaillent en symbiose. QHSE à part et RSE à part. Cela dépend de la taille de l'entreprise, mais c'est dans le même service. QHSE fait de la responsabilité sociétale. Si QHSE fait de la responsabilité sociétale, alors le responsable RSE fera quoi alors? Donc, lorsque le responsable RSE est dissocié
du responsable QHSE, son rôle désormais, c'est de s'assurer que les activités du responsable QHSE sont en conformité à la stratégie RSE de l'entreprise. Donc, il est là juste pour superviser, pour voir est-ce que les rôles et responsabilités du QHSE sont en conformité au plan stratégique défini par l'entreprise en ce qui concerne la responsabilité sociétale. Et s'il y a d'autres aspects qu'on peut dissocier de la RSE, alors là, il sera obligé de l'exécuter. Par exemple, le fait d'organiser des journées de don de sang, des journées de don de sang où les travailleurs vont faire don de sang à une clinique ou bien, c'est pas, à une direction de gestion voilà, de cette activité-là. Si le responsable QHSE voit que, bon, c'est pas directement lié à ses prérogatives, le responsable RSE peut gérer cette activité-là. Quand bien même, ça fait partie des éléments du QHSE, parce qu'il y a l'aspect santé et sécurité, ISO 45001, qui doit gérer. Et qui parle de santé, parle de tout ce qui est lié à la santé. Donc, cette activité de don de sang, il peut le faire. Mais puisqu'il y a un responsable RSE, il peut laisser cette activité-là au responsable RSE pour la gestion. Même pour les entreprises, pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas un grand effectif de travailleurs, on peut cumuler les deux postes et définir simplement une stratégie RSE au responsable QHSE et il va juste dérouler sa stratégie RSE et produire des rapports hebdomadaires concernant tout ce qu'il fait concernant la RSE et tout. Puisque tout ce qu'il fait rentre en ligne de compte dans la RSE. Voilà ce que je peux dire OK. pour cela. OK. Monsieur Bon, c'est Ouattara vrai ne que nous a pas rejoint. Monsieur Ouattara, non, il n'a pas nous rejoint. Peut-être qu'il a une occupation, donc on va forcément continuer dans les questions. OK. Euh, Quelle est la différence entre RSE, ESG, éthique des affaires et redevabilité? Tout ça entre en ligne de compte de la RSE. ESG, éthique et tout, entre en ligne de compte de la responsabilité sociétale. Voilà. Oui. Alors, les mains levées, on peut leur laisser la parole, ceux qui ont les mains levées. Monsieur Thierry. Allô? Monsieur Thierry, vous êtes là? Oui, 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 je suis On peut là. laisser la parole à ceux qui ont la main levée. Oh. OK, je finissais d'abord avec Ah, les questions d'accord. qui sont dans le chat. OK, d'accord. Oui, avant de passer la parole, j'avais une autre interrogation, c'était sur oui, c'est vrai que ça rejoignait un peu la question sur le QHSE, entre QHSE responsable, QHSE responsable et RSE. Je voulais savoir également, généralement, la fonction RSE en entreprise crée énormément de conflits parce que quand on regarde les différents piliers ou bien les questions centrales que la RSE sont sous la coupole de la RSE, la gouvernance, les droits de l'homme, les conditions sociales qui touchent aux ressources humaines, l'environnement qui va toucher à l'environnement, conditions sociales qui touchent aux ressources humaines et du HSE, les achats responsables qui vont toucher au procurement, les communautés locales. On voit que ça touche énormément de domaines. Et on peut s'attendre à ce que ça génère beaucoup de conflits en entreprise avec les autres responsabilités, les autres responsables. Comment faire pour dire qui fait quoi dans l'entreprise? Est-ce que le responsable RSE devient un super responsable dessus de tout le monde? Comment départager les responsabilités? Très bien. Euh, le conflit, le conflit n'est pas uniquement
spécifique à la RSE. C'est dans tous les systèmes de management ISO. Quand vous entrez dans le QSE, dans par exemple 9001, 45001, il y a toujours de conflits. Et la solution prévue par les normes ISO pour faire face à ces conflits ou pour les éviter, c'est le leadership de la direction. Le leadership de la direction. Et concernant le leadership de la direction, il y a souvent un chapitre qui parle souvent le chapitre 2, 5, 3. Ça, c'est précisément au niveau de, oui, 5, 3, si je ne me trompe pas. Attribution des rôles, autorité et responsabilité. Et quand on parle de attribution des rôles et responsabilités, ça, on sait qui doit faire quoi. Mais il y a un autre aspect, autorité, attribution de l'autorité. Lorsque vous êtes un responsable QHSE et que la direction ne vous donne pas l'autorité, vous n'allez pas pouvoir être performant dans votre activité. Et quand je parle d'autorité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la norme. Quand vous prenez par exemple la norme ISO 45001, la clause 5.3, si je ne me trompe pas, 5.3, le chapitre 5 qui parle de leadership, et précisément 5.3 qui parle de attribution des rôles, responsabilités, autorités et tout. Lorsque le pouvoir n'est pas attribué aux responsables QHSE, aux responsables RSE, il n'y aura pas de performance. Vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est ce pouvoir-là qui va vous permettre de réellement agir dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de dire non à une décision prise par un de vos collaborateurs. Vous avez le pouvoir et l'autorité d'exiger l'exécution d'une tâche que vous pensez être dans la stratégie de la responsabilité sociétale. Vous avez le pouvoir d'agir à tout instant, sans blocage. Et d'ailleurs, avec ce pouvoir, l'ensemble des travailleurs, y compris le directeur, vous respecte et reconnaît votre importance, votre contribution dans la performance durable de l'entreprise. Donc, l'autorité, c'est ce qui résout le problème de conflit. S'il n'y a pas d'autorité, c'est que vous êtes responsable HSE, vous êtes responsable RSE, mais vous êtes un travailleur lambda dans l'entreprise. Vous n'avez aucune autorité, vous n'avez aucun pouvoir. Vous organisez une réunion, les gens viennent quand ils veulent, vous demandez des fiches de collecte, des fiches à remplir, des tableaux de bord qu'on doit vous envoyer, mais ça traîne, ou bien carrément vous dit que bon, je suis acculé par le travail, donc je ne peux pas vous répondre maintenant. Vous envoyez des mails, vous relancez, il n'y a rien, pas de suite. Donc vous êtes bloqué dans votre activité. Tout simplement parce que l'autorité n'est pas attribuée. Ok. Et tout ceci dépend du leadership de la direction. Ok. Oui, il y a quelqu'un qui réagit aussi dessus. On peut également définir une matrice raciste pour clarifier et débloquer toute éventuelle situation. Oui, une matrice des rôles et responsabilités. Tout à fait. Exactement. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Pour prendre la parole, s'il y a quelqu'un qui voulait intervenir, je vois des doigts levés. S'il n'y a pas, Oui, activez est-ce qu'il y votre a des doigts micro. levés? Vous pouvez Ceux s'il y qui a ont des les doigts doigts levés, levés. activez votre micro. Bon, je pense Bonjour, qu'ils ne sont pas encore prêts. bonjour. Oui, Oui, il est là. Je peux intervenir, oui, oui, quelqu'un? d'accord. Oui, Oui, monsieur Je ne sais Jamel, ok, oui. pas. allez-y. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas si elle peut nous expliquer un peu comment on peut définir au niveau de la sphère d'influence quelles sont les parties prenantes, c'est-à-dire dans la sphère, le niveau 1, niveau 2, sur quelle base, sur quels critères on peut donc définir notre sphère d'influence. Ok. Comment définir l'aspect d'influence? Alors, l'aspect d'influence,
c'est une sorte d'évaluation des risques, hein, une sorte d'évaluation des risques que vous allez devoir faire pour réellement identifier la sphère d'influence. Et ensuite, faire une priorisation avec des scores que vous allez attribuer. Et ceci doit se faire dans un comité. Ce n'est pas le travail d'une personne. Vous allez identifier les acteurs clés qui vont réellement donner des informations nécessaires parce que tout part des informations. Pour faire l'analyse de la sphère d'influence, tout part des informations. Si vous n'avez pas suffisamment d'informations sur ces éléments-là, vous allez facilement passer à côté. Et lorsque dans le comité, chacun à son niveau donne l'information qu'il faut, vous allez faire une analyse des risques concernant les informations reçues et donner maintenant des scores et ensuite faire la priorisation afin de pouvoir définir clairement quelle est votre sphère d'influence. Je m'excuse, Sinon, la priorisation de quoi? pardon? Priorisation de quoi? La priorisation, Ah, oui, oui, je Allô? sais, je sais, je connais le mot mais priorisation de quoi? Priorisation des risques, vous voulez dire? Alors, Est-ce qu'on peut dire aussi, Achille? oui, 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 Juste pour allez-y. intervenir dessus, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est aussi lié à l'analyse des impacts sur les parties prenantes? Les intérêts et les impacts, en fonction des impacts, des intérêts de l'activité de l'organisation sur les parties prenantes, des impacts de nos activités sur les parties prenantes et des incidences, on peut pouvoir déterminer quels sont les piliers ou les questions centrales sur lesquelles on va se focaliser et établir une priorisation à ce niveau. Est-ce que ça aussi, ça peut être une idée pour répondre à cette question? Oui, bien sûr. Je prends un exemple. Euh, je prends le cas de l'environnement. L'environnement, vous avez des activités que vous exécutez, vous avez des décisions qui sont prises. Je prends le cas d'une usine, une usine de production de ciment, par exemple. Et je prends le maillon environnement. Le maillon environnement. Alors, vos activités ont quelles conséquences sur l'environnement? Vous allez faire la liste des conséquences pour ne pas dire les impacts Les impacts. environnementaux. Les impacts environnementaux, d'abord, vous allez prendre par les aspects environnementaux d'abord. Et en fonction de ces aspects, vous allez identifier les impacts environnementaux et voir quels sont ces impacts-là sur l'environnement. Et si l'entreprise génère ces impacts-là, quelles sont les conséquences juridiques sur l'environnement? Vous allez faire une évaluation des risques juridiques liés à ces impacts-là pour voir si un jour on pollue l'environnement, on pollue l'atmosphère à un degré donné, quelles sont les conséquences? On fera face à quoi? Et donc, on fait, comment on appelle, l'évaluation des risques, surtout l'évaluation des risques juridiques, et voir quelles sont les conséquences de nos décisions sur nos activités et tout. Et on fait la priorisation pour savoir quelles sont réellement notre sphère d'influence, réellement. Parce que vous n'allez pas quand même prendre en compte tout. Vous n'avez pas les ressources pour prendre en compte un environnement global. C'est pourquoi on parle de la sphère d'influence qui doit être bien précisée. Et ça passe par la priorisation pour voir quels sont les éléments majeurs à prendre en compte. Et ça passe par l'évaluation des risques. Et lorsque vous avez ces éléments-là, vous allez continuer dans l'identification de, de, de votre responsabilité et tout. Je peux, Monsieur je peux, Jamel, oui, je peux réagir si vous Allez-y. oui, Euh, allez-y. bon, euh, je crois que s'il y a un mélange des données chez moi, ou bien je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. En principe, lorsqu'on parle
de ce que vous faites, la priorisation des enjeux et tout, on parle de la matrice de matérialité. Ce n'est pas la sphère d'influence. La sphère d'influence, ça concerne lorsqu'on est en train de préparer la cartographie des parties prenantes, on ne peut pas tenir compte des attentes et besoins de tous les parties, de toutes les parties prenantes. On va les classifier. C'est-à-dire, on peut avoir donc les parties prenantes vitales, c'est les collaborateurs, c'est les fournisseurs, les clients, même les fournisseurs. Il y a des fournisseurs de premier rang, second rang, jusqu'à les communautés, tout ça. C'est au niveau des acteurs, au niveau des parties prenantes qu'on parle de la sphère d'influence. Au niveau Prenons, Non, je m'excuse. Au niveau oui, de la gestion des risques, au niveau les quatre ou les sanctions, c'est-à-dire les quatre catégories, sur les 7 thèmes, voilà, si on peut, toutes les 7 thèmes, ou bien les 7 questions centrales de la norme ISO 9000, on peut, on peut parler à ce niveau de gestion des risques, on peut parler de la priorisation, et ça au niveau de la matrice de matérialité. Je crois que ces deux notions différentes, la sphère d'influence au niveau des parties prenantes, à quel niveau, parce qu'on peut avoir centaines de parties prenantes. On va définir notre sphère d'influence. Voilà, c'est deux choses, je crois que c'est deux choses différentes. La priorisation des enjeux, la priorisation, c'est au niveau de la matrice de matérialité, ce n'est pas de la sphère d'influence. Voilà, je m'excuse. Hein. prenons, oui, je suis d'accord avec vous. Prenons le cas de la direction de l'environnement. C'est une partie prenante, n'est-ce pas? La direction de l'environnement. Alors, vous êtes là, monsieur Jamel? Oui, il Alors, est là. Oui, 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 je vous suis, oui. oui, nous Oui, prenons la direction de l'environnement. C'est une partie prenante, n'est-ce pas? oui. Voilà. Alors, est-ce que vous allez juste citer direction de l'environnement, partie prenante? Là, c'est l'aspect d'influence et tout simplement, sans savoir quels sont les risques juridiques liés à cette partie prenante? Oui, oui, bien sûr. Lorsque j'ai décidé d'avoir la direction de l'environnement comme un partie prenante intéressante de premier niveau, c'est juste, c'est tout à fait légitime parce qu'elle a le côté juridique. Bien sûr, oui, c'est Et vrai. c'est de ça que je parle. Oui, Je dis, exactement. lorsque je prends le volet environnement, lorsque je ne respecte pas les lois liées à l'environnement, quels sont les aspects juridiques qui affectent l'environnement? Et ces aspects juridiques-là proviennent de la direction de l'environnement simplement. Et donc, si je pars des risques pour identifier la partie prenante, et d'ailleurs, c'est la meilleure méthode. On part des risques juridiques pour pouvoir identifier les parties prenantes pertinentes. Pertinente, exactement, oui. Sinon, vous allez dire que, bon, je prends la banque comme une partie prenante. Mais quel est l'impact réel? En quoi la banque est une partie prenante pour vous? Pour que vous puissiez l'intégrer dans votre sphère d'influence. Comment? Vous devez faire une priorisation. Mais la Exactement. priorisation doit partir de l'évaluation des risques juridiques. Si je prends une banque et que je prends la direction de l'environnement, les deux là, est-ce qu'ils ont le même niveau d'influence? Bien Là, sûr, je vais non, bien parler de sûr. l'influence de la partie prenante sur mes activités. Oui, Donc, c'est de ça que je parle. Moi, je parle d'un aspect opérationnel, c'est-à-dire que on ne va pas définir des actions euh, trop théoriques, mais dans la pratique, là, nous mettons en place une démarche RSE. Mais est-ce que cette démarche-là a une valeur ajoutée? Donc, il y a une méthode vraiment spécifique, systémique, qui va permettre à l'entreprise de constater les faits réels. Donc, lorsque vous procédez par l'identification des risques juridiques pour pouvoir faire ressortir les parties prenantes pertinentes, là, vous êtes vraiment pragmatique. Vous savez réellement là où vous allez et que vous savez que lorsque vous mettez en place ces éléments-là, vous aurez des résultats. Et on va sentir réellement ce que vous faites dans la responsabilité sociétale. Et je précise que ça n'a rien OK, à voir avec l'évaluation des risques qu'on fait après. Non.
Je dis bien que cette évaluation des risques juridiques, c'est uniquement dans la sphère d'influence pour identifier, pour faire la priorisation, pour identifier les parties prenantes Pertinent. les plus pertinentes. Voilà, c'est tout. OK, OK. Et il y a plusieurs approches. OK. D'autres peuvent définir une autre approche pour identifier Oui, leurs on parties peut prenantes exactement, on peut pertinentes. avoir la matrice pouvoir-intérêt, tout ça. Exactement. Oui, La oui. Exactement. matrice de matérialité. Oui, oui, Exactement. oui, OK, d'accord. oui, je vous remercie pour la Oui. clarification. Oui, merci, merci, oui. OK, merci, Monsieur Jamal, aussi pour votre brillante intervention. J'ai une Merci. question également. Je vois encore des doigts, les mains levées. On va vous donner la parole. Vous pouvez la prendre après. L'autre question aussi, c'est de dire, euh, lors de l'implémentation de la démarche RSE au sein de l'organisation, l'entreprise peut décider de choisir un cadre, le cadre de l'ISO 26000 pour son implémentation. Est-ce que, par exemple, lors de l'implémentation de la structuration de ces piliers, elle est obligée de respecter les cadres des questions centrales, des piliers ou des questions centrales de la ISO 26000, tels que c'est spécifié? Est-ce qu'elle va dire, par exemple, on va faire un cadre sur la gouvernance, sur les droits de l'homme, en fonction de ses priorisations? Parce que forcément, elle ne va pas décider d'adresser toutes les questions centrales en fonction de ses activités et de ses impacts. Est-ce qu'elle est forcément obligée de respecter ce découpage des piliers de la ISO 26000 ou bien elle peut faire selon sa propre structuration organisationnelle et selon son expérience aussi? Elle peut décider, par exemple, d'avoir une gouvernance ou bien la conformité pour adresser les risques juridiques dont je parlais, avoir peut-être les communautés locales. Par exemple, c'est une organisation qui agit beaucoup plus, interagit beaucoup plus avec les communautés locales et adresser peut-être si le pilier sur les droits de l'homme n'a pas un grand impact dans ses activités, ne pas l'intégrer. Prendre par exemple le social et regrouper dans le social les conditions de travail, même la loyauté des pratiques et ainsi de suite. Est-ce que l'organisation a le droit de structurer ça selon sa propre expérience et selon selon ses propres ressources, en fonction des compétences qu'elle a en son sein? Alors, c'est vrai que ISO 26000 n'est pas encore une norme certifiable, donc ça ne présente pas des exigences, mais plutôt des recommandations. Et puisque c'est bien mentionné recommandations, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Sauf que lorsqu'on parle de responsabilité, il y a d'abord la responsabilité de l'entreprise d'assumer le respect des lois et règlements qui s'appliquent à elle, les lois et règlements, les lois du pays. Et quand vous regardez tout ce qu'il y a comme loi définie par l'État, ça prend en compte en majorité ces recommandations de l'ISO 26000. Lorsque vous prenez les contrats avec les fournisseurs, les partenaires, les clients de l'entreprise, ça prend en compte l'éthique et autres, la loyauté et autres énoncés dans l'ISO 26000. Donc, même si nous mettons de côté ISO 26000 et que nous voulons parler de la responsabilité sociétale, vous êtes obligé de prendre en compte ce, ce qui constitue une exigence pour vous. C'est ça même la responsabilité, pour ne pas se retrouver en face d'une juridiction après. Et donc, quand nous regardons tous ces éléments-là, les lois, les règlements, les contrats à respecter et tout, ça fait partie des éléments, des recommandations dans la norme ISO 26000. Maintenant, au regard de tout ça, vous allez voir quelle est votre responsabilité dans tous ces éléments énoncés dans l'ISO 26000. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, puisque dans la plupart des normes de management ISO, on n'est pas obligé d'assumer toutes les exigences. Mais si vous écartez une exigence, vous allez devoir justifier pourquoi cette exigence-là ne s'applique pas à vous. Vous allez devoir justifier pourquoi cette partie-là ne s'applique pas à vous. Peut-être que, bon, vos activités, vos services et tout n'entrent pas dans ce secteur-là. Donc, c'est justifiable. Donc, si c'est justifiable, tant mieux.
Mais dans la responsabilité, le cœur même de la responsabilité, c'est d'éviter les risques juridiques. Vous allez devoir faire le point des lois et règlements qui s'appliquent à vous et de les respecter. Et quand vous les respectez, ça tombe directement dans la plupart des recommandations énoncées dans l'ISO 26000. Je ne sais pas si Il y a une autre monsieur question. Jamel Juste, peut appuyer, monsieur Jamel peut appuyer, peut donner aussi oui, sa juste, contribution, puisqu'il est là oui, avec oui, nous. Il ne va oui, pas être juste, le seul oui, oui, à juste un mot, appuyer. hein, juste un mot pour compléter ce que vous avez dit. Euh, c'est vrai que dans une démarche RSE, l'ISO 9000, l'ISO 26000 n'est pas par obligation. Mais lorsqu'on choisit dès le début l'ISO 26000 comme référentiel, on doit appliquer ou bien les 7 questions centrales, on est obligé de les toucher. On ne peut pas dire, on ne peut pas décider qu'on ne peut pas, qu'il y a une des questions n'est pas applicable. Non, on doit toucher les 7 questions centrales, mais à l'intérieur de cette question centrale, on peut avoir des domaines d'action qui n'est pas applicable. Mais une fois qu'on a choisi l'ISO 26000 comme référentiel à suivre pour notre démarche RSE, on est obligé de toucher, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la question centrale, l'environnement, la loyauté de pratique, ou bien la communauté comme n'est pas applicable. Non, on ne peut pas avoir ça. Mais à l'intérieur de ces questions, c'est-à-dire pour les 36 ou bien 37 domaines d'action, on peut avoir quelque chose qui n'est pas applicable parce que, comme vous avez déjà bien expliqué, le cas de la banque, de société de services n'est pas le cas de BTP ou bien d'une mine ou bien d'une cimenterie, etc. Voilà juste ce que je peux ajouter. Merci. Très bien, OK, très bien. merci à vous aussi. Oh, il y a encore une main levée là. Quelqu'un d'autre Oui, qui avait une autre question. oui, je suis là, Monsieur Thierry. Je voulais te poser une question. OK, allez-y. Bonjour, bonjour Achille. Je m'appelle Lydie. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. En fait, j'ai besoin de vous poser une question. Je me dis, est-ce qu'il existe des secteurs plus ciblés pour mettre en place une politique ou une démarche RSE? Par exemple, est-ce que les entreprises qui sont dans la logistique, par exemple la logistique ou les banques, par exemple, peuvent se dire, nous, on peut moins adopter la politique RSE plus que ceux qui sont dans les mines. Ou la RSE, c'est une affaire de toutes les organisations. Est-ce que selon qu'on impacte tel secteur, on peut décider ou pas de mettre en place une démarche RSE? Très bien, merci pour la question. Alors, déjà, pour répondre, je dirais que la RSE concerne toutes les entreprises. Mais selon la nature de l'entreprise, il y a un niveau d'intégration. Par exemple, les industriels considèrent plus la RSE, sont obligés d'ailleurs, les industries, les BTP et autres, là où il y a plus de risques, sont obligés de mettre une attention particulière sur la RSE comparativement à d'autres entreprises. Je précise que toutes les entreprises ont l'obligation de prendre en compte la RSE. Mais il y a des niveaux d'ancrage selon la nature de l'entreprise. Je prends par exemple, je fais une comparaison entre, je prends un cabinet de prestation de services, un cabinet de formation, voilà, un cabinet de formation. Ils sont spécialisés dans la formation telle que le cabinet Performance Group, voilà, qui sont dans la formation et tout. Et une clinique, un hôpital. Quand je prends ces deux entreprises-là, elles ont l'obligation d'implémenter la RSE. Mais quand je prends l'hôpital, les risques sont plus élevés à ce niveau-là.
les risques juridiques sont plus élevés au niveau d'un hôpital. C'est la vie humaine qui est à ce niveau-là. Donc, les procédures, on doit bien respecter les procédures, puisque le fait de respecter les procédures, le fait de respecter la déontologie médicale, le fait de respecter l'éthique et autres, c'est de la responsabilité sociétale. Et ça, c'est bien ancré dans l'hôpital, c'est bien ancré dans une industrie d'exploitation. Quand je prends le cas d'une industrie ou bien une usine, facilement on peut avoir des explosions. Si les matériaux, bien les matières premières ne sont pas de bonne qualité ou bien il y a de fraude concernant les matières achetées et tout, ou bien les conditions de travail ne sont pas bien sécurisées et tout, rapidement on peut avoir des cas d'accidents extrêmement graves. Donc, c'est bien ancré dans les industries parce que le risque est vraiment très élevé. Mais quand je prends le cabinet performance qui est dans la formation, oui, il y aura la responsabilité parce qu'ils ont la responsabilité de satisfaire les clients, l'éthique, la déontologie du métier et tout, pour qu'un client qui vient à eux pour la formation puisse être satisfait. Ça, c'est de la responsabilité. Si, par exemple, ils programment une formation pour une date donnée, ils ont l'obligation de respecter la date. S'ils disent que, bon, chez nous, 100% de réussite, si je viens chez vous, c'est que je m'attends à réussir à l'examen. C'est de la responsabilité. C'est pas que, bon, vous venez, vous payez et que c'est 3 mois après, on vous programme pour la formation. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Donc, quand vous voyez ces deux entreprises, il n'y a pas le même niveau d'ancrage concernant la responsabilité. Il y a des niveaux donnés où on doit vraiment faire une attention particulière, être beaucoup plus exigeant à l'application de la responsabilité pour que les risques juridiques ne frappent pas durement de l'entreprise. Donc, en conclusion, tout le monde est concerné. OK, alors, sauf si Madame Lydia a encore une réaction dessus, je voulais peut-être insister sur le fait que peut-être quand tu parles souvent de risque, c'est souvent, sauf quelqu'un qui est habitué à ce mot-là, il le comprend c'est une fois, mais c'est plus facile de comprendre quand on parle des impacts, impacts de nos activités, peut-être sur nos parties prenantes. Pour le cabinet de formation, les impacts sont moindres que, par exemple, une clinique qui a des impacts plus forts sur ses parties prenantes. Et c'est ça qui va déterminer les piliers sur lesquels la clinique va plus travailler. Il y aura beaucoup de domaines d'action sur lesquels elle va travailler par rapport à un cabinet de formation. Donc, je pense que c'est peut-être au niveau de... Si on raisonne en termes d'impact, tout le monde comprend facilement que celui-ci a beaucoup plus d'impact que l'autre. Alors, sa responsabilité sociétale, peut-être le département RS sera plus costaud, même en termes d'effectifs, que par rapport au cabinet de formation. Madame, il y a une autre question? Très bien. Non, je n'ai pas une autre question, merci. Ok, je vois un autre doigt levé. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Voilà. Moi, c'est Dieu merci, depuis la République démocratique du Congo. Est-ce que vous me saisissez? On vous écoute. Oui. Voilà. Je remercie beaucoup les facilitateurs, M. Achille, pour sa brève présentation, mais également un remerciement s'adresse au cabinet Performax pour ce cadre de débat. Monsieur le facilitateur Achille a failli ramasser presque toutes mes questions, mais néanmoins, je reviens sur les 7 domaines clés abordés par la norme ISO 26000 de la RFC. Et plus spécifiquement, je m'oriente vers le 7e domaine relatif la contribution au développement local où ISO 2026 oriente l'engagement auprès des communautés et actions en faveur des durabilités ou de l'accroissement des compétences au sein des communautés à travers lesquelles l'entreprise doit interagir dans l'environnement. Mais par là, je voudrais dire si M. Achille pourrait essayer un peu de m'éclaircir, d'étayer un peu ma religion par rapport
à ce septième domaine clé relatif à la contribution au développement local par rapport à la certification ISO 37 SAE 1 qui revient ISO, sur certification ISO ISO ISO, 37.1. ISO 37000. 37101, c'est une certification sur les communautés locales. Sustainable Voilà. Communauté locale durable. ok. 37001 sur les systèmes de management pour le développement durable au sein des communautés. Alors, quel parallélisme existe entre cette certification 37001 et le septième domaine de ISO 26000 par rapport à la contribution au développement local? N'est-ce pas une 37101 entre la ISO 26000 ou bien ce sont deux certifications différentes? Par là, je voudrais que ces parallélismes soient un peu bien identifiés pour permettre à ce que nous, les apprenants, nous puissions nous orienter soit vers la certification 26000 de la RSC ou soit vers 37000 SAE1. Merci. Très belle question. Une question vraiment pertinente. Alors, lorsque vous prenez la RSE prend en compte plusieurs référentiels. Pourquoi plusieurs référentiels? Parce qu'il y a le mot responsabilité. Quand je prends la norme ISO 9001 qui parle de management de la qualité, nous avons la responsabilité de satisfaire les clients, de garantir la qualité des produits et services que nous offrons à la communauté, donc au public, aux clients. Nous avons cette responsabilité-là. Nous prenons ISO 45001, santé et sécurité au travail. Nous avons la responsabilité de garantir le bien-être des travailleurs. Donc ça, c'est une thématique spécifique à l'ISO 45001. Lorsque nous prenons 14001, nous avons la responsabilité de considérer les aspects et impacts environnementaux. Lorsque je prends ISO 27001, j'ai la responsabilité de garantir la sécurité des informations, non seulement de l'entreprise, mais des informations des travailleurs. Donc, sécurité de l'information. Donc, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Et ces responsabilités-là se réunissent en un seul point, la RSE. Donc, lorsque vous lisez la RSE, avec les questions et autres là, vous serez amené à faire à considérer plusieurs responsabilités à la fois. Dans la RSE, il y a la qualité, ISO 9001. Dans la RSE, il y a 14001. Dans la RSE, il y a 45001. Il y a 37301. Il y a 27001. Il y a la norme que vous avez énoncée tout à l'heure, 37101. Donc, dans la RSE, il y a tous ces référentiels-là qui sont considérés, mais pas dans leur intégralité. On vous dit simplement, vous devez avoir une responsabilité vis-à-vis de tel aspect, une responsabilité vis-à-vis de la qualité de vos produits et services, une responsabilité vis-à-vis de vos travailleurs, une responsabilité vis-à-vis de l'environnement, une responsabilité vis-à-vis de la communauté, ainsi de suite. Donc, c'est une rencontre des responsabilités au niveau de la RSE. Donc, ça prend en compte plusieurs éléments. Alors, concernant le développement communautaire, on vous demande simplement au niveau de l'ISO 26000 d'avoir des actions clés concernant le développement communautaire. Donc, avoir des actions ponctuelles et tout, voilà. Mais pas un système de management stratégique lié au domaine. Le système de management stratégique lié au domaine, c'est la norme ISO 37101 qui présente une politique pour le développement communautaire, un budget que vous allez définir, des responsables que vous allez définir, des audits que vous allez devoir faire, des évaluations que vous allez devoir faire. Donc, toute une stratégie pour mettre en place
un système, contrôler le système, veiller à ce que le système fonctionne très bien. Ça, c'est la norme ISO 37301, 37101 qui s'occupe de la stratégie de façon globale. Mais quand vous venez dans la RSE, on vous demande pas une politique, on vous demande pas une stratégie, mais on vous demande plutôt des actions. Vous définissez l'action, vous l'exécutez, vous l'évaluez et vous définissez une stratégie d'amélioration continue de l'action. Au niveau de la RSE, on vous demande des actions. Mais au niveau de l'ISO 37101, on vous demande une politique, une stratégie spécifique à ce domaine-là. Et on vous sent réellement dans ce domaine. Mais de l'autre côté, on vous demande juste des actions. Vous définissez, vous planifiez les actions. Avant de planifier, vous devez avoir des actions pertinentes avec des objectifs précis. L'action exécutée, on veut voir est-ce que ça a été efficace ou pas. Et ensuite, vous allez améliorer l'action, tout simplement. Pareil avec la santé et sécurité au travail. Pareil avec l'environnement. Pareil avec la qualité. Voilà. Achille? Oui. Achille, je voulais ajouter également que, puisque c'est une question qui m'a déjà été posée, la responsabilité, comme tu l'as bien dit, la responsabilité sociétale est un concept global où il y a énormément de piliers ou de questions centrales. C'est comme une entreprise. Tout part vraiment de l'analyse d'impact. Lorsqu'on a effectué notre analyse d'impact et on voit que nos impacts sont trop forts côté communautaire, nos impacts sont trop forts côté environnement, côté conditions de travail, santé, sécurité au travail, alors on va décider, en plus des exigences de la RSE ou des recommandations de la RSE que l'on va mettre en place sur ces piliers, on va décider de renforcer encore ça avec des systèmes de management spécifiques. On va peut-être décider de certifier nos process sur l'ISO 14001 pour l'environnement. On va décider de certifier sur l'ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail, sur la 9001 pour la qualité. On peut aussi décider, si on a un ancrage fort sur les communautés avec un volume d'action important, on peut décider de nous certifier aussi sur l'ISO 37101. Parce que la norme ISO 37101 est certifiable. Exactement. Je prends le cas d'une entreprise d'exploitation minière à qui l'État a octroyé des hectares d'exploitation minière. Et à côté, une clinique. Quand je prends l'entreprise d'exploitation minière, cette entreprise-là est beaucoup plus orientée développement communautaire. Parce que quand elle va finir d'exploiter peut-être les 200 hectares, donc épuiser les ressources et tout, les 200 hectares là vont devenir quoi après? Puisqu'il y a une vie, il y a une vie autour de cette région-là. La vie sera comment? Est-ce que la production agricole va continuer? Parce que là, on ressent l'impact concernant le développement communautaire. On ressent l'impact à ce niveau-là. Donc, cette entreprise est beaucoup plus orientée dans le développement communautaire parce que après l'exploitation, elle va laisser quoi? Elle va disparaître et laisser l'espace comme cimetière abandonné et tout, où la végétation ne pousse plus, il n'y a plus rien, et la communauté est obligée de déménager, ou peut-être même, il n'y a plus d'eau, les puits sont épuisés et tout. Cette entreprise a plus d'impact au niveau communautaire. Donc, elle doit avoir une stratégie globale au niveau du développement communautaire. Mais si je prends le cas d'une clinique, la clinique est là. Elle a plus de responsabilités juridiques, c'est-à-dire la déontologie au niveau des médecins et autres, pour éviter les abus peut-être ou bien l'incompétence et tout. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par là, par rapport à cette question. OK. Oui, Monsieur Adjou-Doubango, c'est bon? Je pense qu'on a répondu à cette question. Oui. Que vous avez bien compris. En tout cas, je remercie beaucoup M. Achille pour cette réponse. Alors, mais je voudrais peut-être abonder sur d'autres aspects, juste pour question de complémentarité, parce que ce cadre
et scientifique que pratique aussi. Alors, est-ce que d'une manière très particulière me concernant, je peux avoir les postulats sur lesquels repose alors la norme 37, ISO 37 SAE 1, c'est-à-dire les principes clés de mise en place de cette norme ISO 37000 SAE 1, si possible. Mais là, il faut aller lire la norme. Il faut lire la norme. Il faut lire la norme. On ne va pas décortiquer la norme ici totalement. Si vous ouvrez Internet, vous allez voir les principes, les différentes lignes directrices de la norme et vous la lisez. Vous Ça avez, va. vous avez implémenté une fois une norme ISO? Pardon? Vous avez implémenté une fois une norme de management ISO, à part ISO 37100? Non, non. Ah, voilà. Si vous avez connaissance de la démarche d'implémentation d'une norme de management ISO quelconque, hein, vous avez plus de chances de réussir facilement l'implémentation de l'ISO 37101. Parce que la plupart des normes de management ISO sont sur la démarche HLS. Donc, ce qui facilite leur implémentation. C'est-à-dire, c'est pratiquement les mêmes chapitres, juste que c'est le domaine d'intervention qui diffère. Le domaine d'intervention concernant 37101, c'est le développement communautaire. Alors que le domaine d'intervention peut-être de l'ISO, c'est pas, l'ISO 45001, c'est santé, sécurité au travail. Mais c'est la même démarche d'implémentation. Souvent, la démarche que moi, j'applique pour les entreprises, c'est le PDCA, l'outil PDCA. On fait la planification et au cours de la planification, on exécute les chapitres 4, 5 et 6 de la norme. Et pour exécuter ces chapitres-là, c'est pas du tout compliqué. Vous lisez l'exigence. L'exigence dit quoi? En français, facile. Vous appliquez simplement l'exigence. Parce que quand les auditeurs viennent pour l'audit de certification, eux aussi, ils lisent l'exigence et vont vérifier ce que vous avez fait réellement par rapport à l'exigence. Il n'y a pas une approche passe-partout. Le document qu'une entreprise X a défini pour satisfaire à une exigence n'est pas forcément le même document qu'une entreprise Y doit définir obligatoirement pour répondre aux mêmes exigences. Tout ce que l'auditeur recherche, est-ce que le document ou bien l'action que vous avez exécutée satisfait ou bien répond à l'exigence de la norme? Si ça répond, tant mieux. Que vous ayez un document pour justifier ou pas, tant mieux. Sauf si la norme précise qu'il faut définir un document pour répondre à l'exigence. Et ça, vous allez voir dans la norme où on dit que l'entreprise doit conserver une information documentaire et tout, voilà quoi. Donc, lors de la planification, la phase planification, lors de cette phase, on fait l'audit diagnostic, on fait l'état des lieux, les pratiques de l'entreprise par rapport à la démarche. L'état des lieux, ça concerne le chapitre 4, où on identifie les enjeux internes et externes concernant le domaine précis. On identifie les besoins et attentes des parties intéressées, on fait le domaine d'application, on identifie les systèmes, les processus et autres. Voilà. Et après ça, vous allez définir le leadership, donc le chapitre 5. Leadership concernant le domaine, donc le développement communautaire et tout. Et après ça, vous avez le chapitre 6 qui est au cœur même de la démarche. Quand vous prenez toutes les normes ISO, lorsque vous avez le chapitre 6, c'est là qu'il y a tous les éléments du système. Tout le système se repose sur le chapitre 6. Puisque le nom même du chapitre 6, dans la plupart des normes de management ISO, est intitulé planification. Le chapitre 6, planification. Pourquoi planification? Parce que avant de passer à la réalisation opérationnelle, donc le chapitre 8, il faut planifier ce que vous voulez réaliser. Donc, dans le chapitre 6, il y a deux éléments. Il y a souvent deux éléments dans le chapitre 6.
il y a l'identification des risques, bon, la définition des actions face aux risques et opportunités. Et pourquoi, souvent dans le chapitre 6, il y a cet aspect risque? Parce que nous savons ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs dans un domaine donné, c'est les risques. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs concernant le développement communautaire? Il y a les risques. Ce sont les risques qui bloquent. Donc, lorsque on enlève les risques, forcément, nous allons atteindre les objectifs liés au domaine. Je prends le cas de 45.1. Pourquoi dans le chapitre 6, on parle de risques? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre la santé et sécurité des travailleurs, à garantir la santé et sécurité des travailleurs? C'est à cause des risques qui se manifestent. Donc, il faudra définir des actions pour bloquer les risques. Donc, tout ce que nous faisons en réalité dans les systèmes ISO, au quotidien dans une entreprise, nous sommes en perpétuel combat contre les risques pour les atténuer. C'est ça même le système. Combat perpétuel contre les risques. Parce que lorsque le risque se manifeste, les objectifs ne sont plus atteints. Et donc, définir un système, c'est quoi? C'est définir des actions pour faire face aux risques et aux opportunités. Voilà. Donc, dans le chapitre 6, vous allez devoir définir les risques et opportunités, vous allez devoir définir des objectifs et tout. C'est ça même le cœur du système. Et si c'est bien fait, c'est que vous avez déjà réussi à 90% votre système, les risques et opportunités. Ça, c'est la phase de planification. Ensuite, il y a la phase d'exécution. Dans la phase d'exécution, c'est les chapitres 7 et 8 qui sont exécutés. Le chapitre 7, parce que vous devez mettre en place tout ce qu'il y a comme ressources dont vous avez besoin pour l'exécution. Infrastructure, la main-d'œuvre, les outils de communication, de sensibilisation, les outils de management, c'est-à-dire le système d'information et autres. Tout ce qu'il y a comme ressources pour accompagner, comme support. Et c'est d'ailleurs même la dénomination, bien le titre même du chapitre 7, le support. De quoi avons-nous besoin pour le développement communautaire, pour conduire avec efficacité une stratégie de développement communautaire? On a besoin des ressources, on a besoin de ci, on a besoin de ça. On a besoin de compétences et tout. Et une fois que les ressources sont mises à disposition, sont bien planifiées et tout, on passe au chapitre 8, qui est la phase d'exécution. Donc, tout ce qui est défini dans le chapitre 6, on doit pouvoir l'exécuter. Et quand vous lisez bien le 8.1, vous allez voir toujours dans le chapitre 8.1 des normes de management ISO, on met toujours l'article 6, parfois l'article 4 et l'article 6. Donc, exécution de l'article 6, où on demande de passer à la planification de comment vous allez exécuter tout ce qui est prévu tout ce que vous avez prévu dans l'article 6. Et quand vous exécutez tout ce qui est planifié, vous devrez faire la surveillance au quotidien. Ça, c'est le chapitre 9, précisément le 9.1. La surveillance au quotidien, vous allez collecter les données. Chaque fois qu'une activité est exécutée, on laisse des traces, donc des enregistrements, pour pouvoir faire la surveillance, la mesure, et pour pouvoir faire l'analyse et l'évaluation. Ça, c'est au quotidien. Et ensuite, de façon périodique, vous allez faire l'audit. Ça aussi, c'est toujours l'évaluation. Ça, c'est la phase vérification, du PDC à vérification, où on exécute le chapitre 9, vérification. La vérification est à deux niveaux. Il y a la vérification au quotidien et la vérification périodique, donc définie. Il y a également la revue de direction qu'on peut faire pour voir si le système est performant, s'il y a des choses à améliorer et tout. Et après ça, il y a la phase d'amélioration. Si tout se passe bien, comment mieux faire? Ou bien s'il y a des niveaux de défaillance, comment les corriger? Donc voilà l'approche globale qu'on applique, peu importe le référentiel ISO qu'on veut appliquer. Le plus important, c'est d'avoir un expert qui a des connaissances dans le domaine. Ici, il s'agit du développement communautaire. L'expert a les astuces qu'il faut pour avoir une bonne politique, une meilleure stratégie
pour réussir les éléments concernant le développement communautaire. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. OK, super. Je pense que c'est assez limpide. Là, nous sommes en train de conclure. Y a-t-il encore une autre préoccupation liée à la thématique du jour, la RSE, si tout le monde a une première bonne compréhension? Et bien entendu, on vous annonce également que pour ceux qui souhaitent se développer dans le domaine, approfondir leurs connaissances dans le domaine, vous avez des parcours de formation aussi que nous organisons dans plusieurs modes, en présentiel, en ligne, en auto-formation pour ceux qui ont de l'expérience sur les modules PECB ISO 26000 niveau Foundation pour ceux qui n'ont aucune connaissance dans le domaine qu'ils veulent démarrer et les niveaux Lead Manager pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans le métier et qui souhaitaient certifier leurs compétences. Actuellement, nous avons une session en cours niveau Foundation et niveau Lead Manager qui commence la semaine prochaine. Et après, nous aurons d'autres sessions pour, dans les mois à venir sur ces sessions-là. N'hésitez pas à nous envoyer un email et vous aurez les détails nécessaires pour ceux qui sont intéressés, qui souhaiteraient soit approfondir leur connaissance dans le domaine, soit obtenir une certification de compétences PECB sur ce domaine. Pour conclure, qu'est-ce que l'on peut dire encore? Je parlerai du pilier sur la gouvernance. Souvent, tu as beaucoup parlé de conformité juridique. Mais parfois aussi, quand on lit également les exigences de l'ISO 26000, on dit que, quand on parle par exemple des normes internationales de comportement, que l'organisation doit aller au-delà de ce qui est demandé au niveau conformité, au niveau juridique, pour prendre en compte sa responsabilité sociétale. Alors, devons-nous nous limiter simplement à ce que le juridique dit? Je prends le cas. Je me souviens, par exemple, il y a eu un incident avec Shell au Nigeria qui avait pollué, par exemple, les espaces aquatiques avec ses travaux d'exploration, de forage de pétrole. Et Shell avait refusé de réparer ces espaces aquatiques parce qu'après, les cours d'eau, les rivières aux environs avaient été contaminés avec des bouts d'hydrocarbures au point où tout ce qui était poisson et tous les villageois ne réussissaient plus à pêcher. Shell, à l'époque, avait refusé de réparer. Et le gouvernement nigérien avait dû la signer en justice et l'amender pour qu'il soit obligé de payer une amende pour qu'on puisse réparer cette zone. Mais Shell aussi s'était défendu en disant qu'il n'y avait aucune réglementation à l'époque qui l'obligeait à ne pas polluer. Il n'y a aucune réglementation liée à l'environnement, c'est ça? Oui, à l'époque, oui. Donc, il n'y avait pas une direction de l'environnement. Du gouvernement nigérian. Donc, il a dit il a fonctionné en conformité avec la réglementation. Maintenant, est-ce qu'on doit se limiter simplement à la conformité pour répondre à nos exigences, pour prendre en compte notre responsabilité sociale, mais on peut aller plus loin, notamment dans le principe de précaution, quoi. Précaution environnementale, pour ce cas d'espèce. Oui, effectivement, on ne peut pas se limiter aux risques juridiques pour dire que nous faisons de la responsabilité sociétale. Mais la raison pour laquelle j'attire souvent l'attention sur les risques juridiques, parce que c'est déjà la base. Parfois, on ignore les risques juridiques dans sa responsabilité réelle définie et on fait d'autres responsabilités, par exemple la responsabilité sociale. Par exemple, dans l'entreprise, il n'y a pas, les travailleurs ne sont pas enregistrés, déclarés au niveau de la caisse de sécurité ou bien c'est pas un truc du genre. Ça existe dans tous les pays. Les travailleurs ne sont pas déclarés. Et dans le même temps, l'entreprise dit que bon, je vais planter des arbres. Je vais planter des arbres, je vais offrir, je vais faire des dons dans les hôpitaux, dans les écoles et tout. Je vais offrir des bourses et tout. Alors, quand nous voyons ça, est-ce qu'on peut dire que effectivement cette entreprise-là qui pose ces actes-là fait de la responsabilité sociétale? Oui,
en quelque sorte. Mais moi, dans ma conception, elle ne fait pas de la responsabilité sociétale. Parce que le point de départ de la responsabilité sociétale, c'est d'assumer ses responsabilités juridiques d'abord. Et ensuite, aller plus loin pour faire ce qui n'était pas défini par un cadre légal ni un cadre réglementaire. Ce qui vient de la conscience même de l'entreprise, ce qui sort du légal, ce qui n'est pas encadré par la loi, qui n'est pas défini, c'est-à-dire le bon sens conduit l'entreprise à le faire. Mais avant ça, ce qui était défini, il fallait le faire d'abord, avant que le bon sens ne te conduise à faire ce que tu es censé faire en tant que entité responsable et tout. Donc, pour répondre à votre question, oui, on doit aller au-delà du cadre légal. Si c'est pas défini par un règlement, une loi et tout, on doit aller au-delà de ça. Mais si on regarde bien, forcément, ce que vous faites hors cadre légal est déjà défini quelque part. Forcément. Soit c'est défini par une partie prenante, par un fournisseur, par vos partenaires, vos clients, c'est défini quelque part. Forcément. Ça se retrouve quelque part et que ça fait partie des besoins d'une partie prenante que vous êtes en train de satisfaire. Si je prends par exemple le don de matériel scolaire, fourniture scolaire aux écoles. Si on analyse bien, ça peut faire partie d'une exigence d'un de vos partenaires européens ou bien américains qui vous dit que, bon, vous devrez avoir une responsabilité sociale. Donc, comment assumer cette responsabilité sociale-là? Vous êtes obligé de faire des dons et tout. Donc là, vous êtes en train d'assumer une responsabilité liée à un contrat signé avec un partenaire, tout simplement. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. OK, super. Merci beaucoup. Nous voilà arrivés au terme de notre webinaire d'aujourd'hui, riche webinaire sur l'importance de la responsabilité sociétale pour nos organisations, aussi bien les organisations internationales, de toute taille, hein, les organisations internationales jusqu'aux petites organisations. Le respect de la réglementation, c'est le minimum avec lequel on doit commencer. C'est comme niveau c'est tout à fait, M. Jamel, le respect de la réglementation, on a bien compris ça. On parlera des niveaux de responsabilité, responsabilité économique, juridique, éthique et philanthropique. OK, donc, nous espérons que ce webinaire a permis de sensibiliser parce que c'était aussi l'organisation de ce webinaire participe de notre responsabilité sociétale que l'on décide d'assumer pour éduquer aussi la masse sur ces questions dignes d'intérêt et des questions qui deviendront de plus en plus d'actualité dans les années qui vont suivre. Parce que aussi nous sommes engagés dans l'atteinte des objectifs de développement durable jusqu'en 2030. Les années qui arriveront, je pense que toutes les normes sont en train de plus en plus de s'arrimer à la responsabilité sociétale. Même les prochaines éditions, on annonce déjà que les prochaines éditions de l'ISO 9001 vont également beaucoup tendre vers la RSE. Donc, nous Alors, remercions. si vous permettez, M. Thierry, je voudrais qu'on laisse la parole à 2 ou 3 personnes qui ont suivi pour qu'ils donnent leur avis et aussi proposer d'autres thématiques sur lesquelles ils voudraient que le cabinet puisse organiser d'autres webinaires. Ouais. OK, s'il y a une intervention dans ce sens-là, vous avez la parole pour voir également si vous avez des thématiques sur lesquelles vous souhaiterez être édifié pour que l'on mette déjà ça dans notre planning de webinaire à organiser dans les prochaines semaines ou mois. Pour votre Monsieur avis Jamel? concernant le webinaire et tout. Mais s'il n'y a pas, et puis, oui, je vois une main levée. Mamadou. Allez-y. Oui, Monsieur activez votre Mamadou? micro, Monsieur Mamadou. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Donc moi si j'aurais une proposition à faire, c'est de
mener un webinaire sur l'étude d'impact environnemental, par exemple. Comme on est dans un monde où on parle du développement durable, étant donné que généralement certains projets qui ont une très grande envergure ont souvent des impacts sur l'environnement, ça devient ici une excavation qui empêche ici le développement durable. Donc, s'il y a la possibilité d'organiser un webinaire sur l'étude d'impact environnemental, je pense que ça pourrait beaucoup aider. OK, c'est entendu. Étude d'impact environnemental. Et après, on n'est pas obligé de se limiter sur les études d'impact environnemental, on peut ajouter le social, puisque les deux vont toujours de pair. Exactement, oui. J'aurais également une autre proposition à vous faire si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Malgré que ce n'est pas une formation, mais je pense que